Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus Ultimate X-Men, un omnibus sorti il y a quelques mois. Nous avions déjà fait une vidéo page à page suite à une erreur de manipulation. Elle a été effacée de la chaîne et je me suis dit pourquoi ne pas la refaire et prendre du plaisir à redécouvrir une nouvelle fois cet album. Nous sommes en 2001 et Marvel lance Ultimate X-Men. Nous sommes 10 ans après les X-Men de Jim Lee. Ce comics que vous avez sous les yeux, c'est le comics qui s'est le plus vendu au monde, plus de 8 millions d'exemplaires. C'est un comics qui a véritablement révolutionné tout le médium comics. C'était tout simplement phénoménal. 10 ans se sont passés, Marvel a failli rendre l'âme. Marvel n'appartenait pas encore à Disney. À l'époque, la société a été en banqueroute dans les années 90, elle a failli disparaître, les personnages ont failli être vendus à d'autres éditeurs. Ça a été la catastrophe et il aura fallu attendre que Marvel arrive à vendre quelques droits au cinéma, notamment les droits des personnages de Spider-Man à Sony et des X-Men et des 4 Fantastiques à la Fox. La Fox n'appartenait pas encore à Disney pour sortir la tête de l'eau. 10 ans après la série X-Men de Jim Lee, Ultimate X-Men arrive et va devoir séduire un nombre grandissant de lecteurs. Au début des années 2000, Joe Quesada, fraîchement nommé éditeur en chef avec Bill Jemas, le patron de Marvel, ont l'idée de lancer une gamme qui s'appellerait Ultimate, dans laquelle on pourrait re-raconter les origines des héros de façon moderne, avec un dessin moderne, avec des dialogues modernes, avec un comics taillé pour son époque. Le but est de revisiter les grandes sagas, mais d'apporter des choses nouvelles, du sang neuf, des talents, des auteurs avec une plume et surtout des comics adaptés à leur époque, tout simplement. Ultimate Spider-Man est déjà sorti et a connu un succès grandissant. Et du côté des X-Men, un an avant est sorti le film de Bryan Singer, X-Men, premier du nom, qui a été un succès surprise au box-office. Il aurait pu se prendre les pieds dans le tapis, mais ça a été un véritable succès, un phénomène à l'époque, si bien que chez Marvel, on se dit si on peut dépoussiérer les X-Men au cinéma, on doit pouvoir le faire dans les comics. Le but est de reprendre les grandes sagas majeures, le début des X-Men, la formation des X-Men, mais de les raconter avec les armes d'aujourd'hui et avec les talents qu'il faut. Et ils font appel à Mark Millar. Mark Millar est un scénariste écossais, qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui à l'époque était tout jeune. Il avait un petit peu travaillé pour DC Comics. Il avait travaillé pour Wildstorm sur la série Authority et on vient le chercher pour lancer la série Ultimate X-Men et amener tout son talent et son énergie. Au dessin, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur les X-Men et Wolverine. C'est Adam Kubert, le fabuleux Adam Kubert, qui va être très vite rejoint par d'autres dessinateurs, notamment son frère. Les couvertures, elles sont signées de Joe Quesada. Le but est d'avoir un style réaliste. Alors, ce n'est pas une adaptation du film, c'est une autre version, une autre vision des X-Men. Et c'est ça l'intérêt de cette série, c'est de faire une proposition totalement différente, mais complètement en adéquation avec son époque. Donc, moi, j'aimais pas trop les couvertures. Je les trouvais un peu fausses avec ces couleurs comme ça et ce décor qui avait l'air d'être une photo retouchée. Je sais que c'était pas ce que je préférais. Dieu sait que j'ai adoré Ultimate X-Men à sa sortie. J'ai trouvé ça génial. Moi qui ai toujours été un fan des X-Men, j'en ai eu pour mon argent. Je possède, je pense, les 50 ou 60 premiers numéros en version originale en single. J'achetais tous les mois cette série religieusement. Je la dévorais en VO. J'ai été ravi qu'elle sorte et qu'elle existe. Et je me suis réjoui à la sortie de cet omnibus. Qui a été un franc succès chez Original Comics puisqu'on en a vendu plus de 300. On a vendu plus de 300 albums et c'est un énorme succès. On attend le volume 2 avec impatience. Adam Kubert au dessin. Nous sommes à l'époque contemporaine, au début des années 2000. Et donc, en fait, c'est un premier numéro dans lequel on fait comme si les X-Men n'avaient jamais existé. Les Sentinelles Attaques sont à la recherche d'un mutant
qui va se faire dégommer, comme vous pouvez le voir. Évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est spoiler. Et on vous parle de la menace mutante avec ce Magneto, cet intrigant Magneto, personnage terroriste qui effraie la chronique et un personnage qu'il va falloir éliminer. Il y a quelques similitudes entre ce qu'on peut voir dans le premier film de Bryan Singer et ce début. Dans ce premier numéro, on va faire la connaissance de différents personnages qui vont être recrutés par le professeur Xavier et par Jean Grey, que voici, cheveux courts, qui a des pouvoirs, et elle va recruter notamment le Fauve qui se fait agresser dans un bar, recruter Tornade qui est en garde à vue, recruter Colossus qui est un marchand d'armes et qui travaille pour la mafia russe. Donc ça va donner, eh bien, les X-Men avaient déjà été recrutés par le professeur Xavier, Jean Grey et Cyclope. Vous voyez, le dessin est cool. Les costumes diffèrent évidemment de ce qu'on voit au cinéma, mais s'en inspirent également avec le côté cuir. Et on reconnaît les codes du comics avec évidemment le logo des X-Men et puis ces uniformes qui font eh bien, tout le sucre de cette série. Les X-Men sont formés. Alors comme vous le voyez, c'est un mélange d'X-Men et de nouveaux X-Men, parce qu'au début des années 60, eh bien, il n'y avait que Cyclope et Jean Grey, et que quand les All New X-Men sont sortis à la fin des années 70 sous la plume de Chris Claremont, notamment Dave Cockrum puis John Byrne, eh bien, il y avait les autres personnages. Oui, le Fauve fait partie évidemment des premiers X-Men, et ces deux autres personnages eh bien, font partie de la seconde génération de X-Men. Il en manque, mais on va les découvrir, et c'est ça la force de ce récit, c'est de partir d'une petite équipe qui va grandir. On ne part pas avec 80 X-Men comme actuellement, on part avec une équipe réduite qui va devoir apprendre à se connaître, apprendre à vivre ensemble, apprendre à travailler ensemble et devoir faire des premières missions. Nous allons apprendre les premiers pas des X-Men et leurs difficultés. Les dialogues sont ciselés, c'est drôle, c'est inspiré, c'est bien dessiné. On fait la connaissance du professeur Xavier qui nous raconte ses origines et très vite ils vont partir en mission parce qu'il y a un jeune mutant qui est persécuté et qu'il faut aller le chercher à Times Square. Les sentinelles sont là et les X-Men vont devoir eh bien, sauver ce jeune mutant et le recruter. Ce jeune mutant, c'est Bobby Drake, Robert Drake, Iceman, Iceberg pour les intimes, qui se transforme en glace et il va bien prendre dans la glace cette sentinelle. Et il va intégrer de cette façon l'équipe. De l'autre côté, en Terre Sauvage, on découvre que Magneto est en train de créer sa propre équipe avec avec ses enfants notamment, Vif Argent, Quicksilver et la Sorcière Rouge, Wanda, et qu'il fait appel à son arme fatale, Wolverine. Et oui, c'est le gros cliffhanger de la fin du premier épisode. Wolverine n'est pas un X-Men, mais il travaille pour Magneto. Il va arriver à JFK, donc il va arriver à New York et va infiltrer les X-Men. Les X-Men ont un bel avion et nous allons découvrir des aventures d'une limpidité folle. Je vous le dis, les dialogues sont ciselés, les dessins sont incroyables. C'est un comics qui respire la coolitude. Le costume de Iceman est super génial. C'est tout simplement la meilleure façon de relancer cette série. Ça diffère du film, comme je vous l'ai dit. Il y a des parties pris scénaristiques et des cliffhangers qui sont à la hauteur de nos attentes. Et c'est tout simplement à la fois spectaculaire et beau. Et on va apprendre à découvrir ces X-Men, à les aimer, à les suivre. Et on va retomber amoureux de cette série qui nous a tant fait rêver dans les années 90 et qui diffère complètement de ce qu'on peut lire dans les X-Men de Jim Lee et Chris Claremont. C'est ça aussi la force, c'est d'arriver avec quelque chose de totalement différent, une proposition différente, mais tellement incroyable. C'est tout simplement génial, avec un gros cliffhanger à la fin de l'épisode 4, de l'épisode 3, où on voit le Fauve qui semble très très mal en point. Les X-Men savourent leur première victoire et leur première défaite, vont perdre en route des camarades, vont apprendre à s'aimer, apprendre à vivre ensemble, apprendre à travailler ensemble, et ils vont apprendre à évidemment changer le monde et faire changer l'opinion publique qui ne les aime pas. Autre twist que par rapport à la série principale, c'est que Wolverine n'est pas avec Jean Grey n'est pas avec Cyclope, mais avec Wolverine, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc c'est hyper intéressant et ça va créer non pas un triangle amoureux, mais une véritable
un retournement de situation, puisque vous le voyez, Cyclope va rejoindre Magneto dès le 4e épisode. Dès le 5e épisode, Adam Kubert fait une pause, mais c'est Andy Kubert qui a très longtemps dessiné les X-Men, son frère, qui vient dessiner la série. C'est encore plus beau, enfin c'est beau. C'est magnifique parce que de toute façon, les deux frères dessinent de façon magnifique. C'est complémentaire, voir les deux frères travailler sur la même série. C'est tout simplement génial. Je crois que Andy Kubert reviendra plus tard. Il fait 2 numéros et il reviendra plus tard. Alors, 2 choses très importantes. La première, c'est que dans cet omnibus, vous avez l'intégralité des épisodes de Mark Millar. C'est-à-dire que vous avez les 34 épisodes qu'il a scénarisés, ainsi que le crossover qu'on verra tout à l'heure. Regardez Wolverine qui stab Magneto, c'est tout simplement incroyable. Donc il y a tous les épisodes de Mark Millar. Donc s'il y a un 2e tome qui arrive l'année prochaine, nous aurons la suite, notamment scénarisée par Brian Michael Bendis, puis Brian Kevogan. Donc là, nous avons véritablement, je fais une petite pause ici, nous avons véritablement tous les épisodes de Mark Millar. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que, et j'aurais dû commencer par ça, eh bien, ce comics fait partie des comics les plus intéressants pour débuter les X-Men. Vous pouvez débuter les X-Men avec les X-Men de Jim Lee, vous pouvez débuter là où vous voulez et là où vous pouvez, parce que souvent, on tombe dans les comics par hasard. Je vous invite vraiment à, bien entendu, découvrir Ultimate X-Men parce que c'est une version moderne, une version fraîche, une version bien dessinée, bien scénarisée, qui va vous plaire. Je pense que vous pouvez tomber amoureux des X-Men. Alors, c'est compliqué de tomber amoureux d'un omnibus parce que c'est des gros pavés de 700 pages qui coûtent 70 €. Je ne sais plus combien il coûte celui-là, mais il doit être dans ces eaux-là. C'est compliqué de se dire qu'on va plonger dans un omnibus et qu'on va réussir à accrocher. Mais je vous le dis, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour les X-Men. Ultimate X-Men, c'est véritablement tagué pour les nouveaux lecteurs. Donc, je vous invite à dévorer ce récit. Petite pause après l'épisode 6 avec l'épisode 1/2 qui, je crois, est un épisode offert avec le magazine Wizard. Et c'est Aaron Lopestri qui dessine. C'est marrant parce qu'on dirait un petit peu du Tom Raney par moment. On va vérifier, mais je crois que c'est bien Aaron Lopestri. Nous allons regarder Aaron Lopestri et je crois que c'est Jeff Jones qui scénarise cet épisode 1/2, mais je peux me tromper. On reprend très vite le cours des éléments avec l'épisode 7 et l'introduction, le retour d'Adam Kubert au dessin après sa pause de 2 épisodes. Alors, ils ne sont pas vraiment en pause quand il y a 2 épisodes comme ça qui ne sont pas faits par ces dessinateurs. C'est juste que ils continuent de dessiner et c'est juste qu'ils prennent, entre guillemets, de l'avance. On découvre la vie, donc il décide de faire un tour du monde. Donc, première apparition de Diablo, Nightcrawler, dans Ultimate X-Men. Les X-Men font le tour du monde parce qu'ils deviennent hyper médiatiques, donc ils deviennent des superstars. Et donc, ils font un tour du monde pour faire tous les plateaux de télé. Ils deviennent super cool, ils deviennent des icônes. Là, il y a un personnage qui ressemble à Malicia. Sur ces images. Là, on a Tornade avec une magnifique couverture de Andy Kubert. Ce dessin absolument incroyable de Adam Kubert qui a véritablement fait ses meilleures pages, je pense, sur Ultimate. On retrouve aussi toute cette partie géniale où on les voit au bord du lac jouer, s'amuser et débuter des romances, puisque regardez, Tornade et le Fauve se font des bisous. Et ça, c'est quand même super cool. On découvre leur quotidien et c'est ça la force des X-Men. C'est un mélange d'action, mais également de scènes de vie, de quotidien. Le côté soap opéra des X-Men a toujours fait partie de la légende. Le Juggernaut qui est là, dans le sabre que vous découvrez, nouveau costume pour Bobby Drake, Malicia qui est là, qui est quand même un super cool. Regardez comme elle est super chouette. L'épisode 8, c'est Tom Raney. Alors, 2 informations. Je me souviens quand j'étais aux États-Unis, que j'achetais tous les mois, j'habitais aux États-Unis au début des années 2000, et j'achetais tous les mois Ultimate X-Men. Je me souviens que j'allais sur le forum, j'allais sur 2 forums, le forum de Wizard World, et il y avait des artistes qui traînaient sur le forum, donc c'était un peu avant les réseaux sociaux et avant tout ça, et on pouvait discuter avec des artistes. Et il y avait Tom Raney qui était sur le forum, et je lui avais demandé à l'époque, je lui ai dit, sur quoi tu travailles, Tom Raney? Il me dit, je suis de retour sur les X-Men, et je dessine Ultimate X-Men. Et j'avais tellement kiffé qui nous donne ça quelques mois avant. Et après, on a eu l'épisode quelques mois après. Et donc voilà. Et deuxième chose, c'est que ça, c'est Nick Fury. Et Nick Fury, Ultimate Nick Fury créé par Mark Millar,
Mais il n'a pas encore le visage de Samuel Jackson, puisque c'est plus tard, quand Mark Millar réutilisera le personnage dans Ultimate, qu'il demandera à Brian Hitch de lui donner les traits de Samuel L. Jackson, et que plus tard, Samuel L. Jackson sera recruté par Marvel Studios pour incarner ce personnage. Donc, c'est le Nick Fury, je crois que c'est sa première apparition, mais il n'a pas encore le visage de Samuel L. Jackson. Donc c'est assez sympa comme anecdote. Et je vous l'offre, c'est cadeau. Donc voilà, dessin de Tom Raney. J'ai toujours aimé le dessin de Tom Raney. J'ai toujours trouvé ça chouette. Un dessinateur que j'adore, qui fait partie de mes dessinateurs préférés. La couverture qui sert de couverture, c'est l'épisode numéro 10. Retour de Adam Kubert au dessin. L'équipe grandit, puisque donc on a vu l'arrivée de Diablo, on a vu l'arrivée de l'apparition de Malicia, et donc là, dessin magnifique, encore une fois, de Adam Kubert, qui fait un travail de fou furieux sur la série, et qui vraiment, c'est un plaisir de le redécouvrir. Regardez la fraternité des mauvais mutants, The Brotherhood of Evil Mutants, avec la sorcière rouge Vanda, qui est sexy en diable et qui est absolument magnifique. Épisode 12 qui est dessiné, je crois que l'épisode 12 il n'est pas fait par Tom Derenick, un truc comme ça. Je trouve que c'était pas le plus joli des épisodes, et je sais que pour moi, la gamme Ultimate, c'était la gamme All-Star. C'était la gamme où il fallait les meilleurs. Sur Ultimate, on a vu Brian Hitch. Sur la série Ultimate X-Men, on a eu Adam Kubert, Andy Kubert, Tom Raney. Et j'aimais pas quand il y avait un dessinateur qui était un peu en dessous. Il y a eu un petit interlude, parce que quand je vous ai dit qu'il y avait tous les épisodes de Mark Millar, il y a eu 2 épisodes qui ne sont pas signés par Mark Millar, mais par Chuck Austen, un scénariste qui a disparu, qui introduit le personnage de Gambit dans l'univers Ultimate, première apparition de Gambit dans l'univers Ultimate, et avec un dessinateur que vous n'allez peut-être pas reconnaître au premier coup d'œil, parce que du dessin comme ça, il n'en fait plus beaucoup, parce qu'il est plutôt devenu peintre. Eh bien, ce dessinateur, il s'appelle Esad Ribic, les enfants. Esad Ribic, la légende, le dessinateur incroyable, qui a fait 2 épisodes consacrés à Gambit, sorte d'interlude pour que Mark Millar ait le temps d'écrire la suite, et puis pour que Adam Kubert revienne. Et donc là, épisode génial sous forme de journal, de blog, déjà à l'époque, dessiné par Adam Kubert, écrit de main de maître par Mark Millar, où on apprend que Magneto est toujours vivant, parce que il a fait en sorte, le professeur Xavier, que tout le monde pense qu'il est mort, alors qu'il est vivant. Et en fait, il cache des secrets, le professeur Xavier. Épisode numéro 16, toujours dessiné par le fabuleux... il en a fait des épisodes. Je ne sais pas combien Adam Kubert aura fait de pages dans sa vie, mais en tout cas, c'est tout simplement exceptionnel. Le docteur Moira Martagart, qui donc ça revisite Proteus, c'est ça, je crois. Nouvelle version de Proteus avec ces personnages. Là, on a... est-ce qu'on est sur... voilà. Arrivée de Chris Bacalo, un dessinateur que j'adore, qui vient faire un épisode donc dans son style à lui. Moi, j'adore, j'ai toujours aimé Chris Bacalo, c'est un dessinateur que j'adore. Et sur les X-Men, il a dessiné toutes les séries X-Men. Il a dessiné X-Men, Uncanny X-Men, Wolverine and the X-Men. Il a dessiné Ultimate X-Men. Il a fait toutes les séries X-Men possibles, Génération X évidemment. Et donc, il fait 1 ou 2 numéros, et ça fait plaisir. Et après, il reviendra pour le crossover avec les Ultimates, et vous le verrez. Retour au dessin de Monsieur Adam Kubert qui revient. Le retour de Magneto, qui ne se souvient pas de tout, mais il va faire une bêtise et qui va déclencher sa mémoire. Adam Kubert à la couverture, arrivée de Kitty Pryde, qui en font vraiment une adolescente, et ça c'est vraiment super cool. Arrivée de Kitty Pryde, on découvre la version Ultimate de Kitty Pryde, et on va l'aimer autant qu'on aime la version classique, bien entendu. Le Phénix qui se réveille, qui commence à faire peur à Jean Grey. Épisode numéro 22, c'est toujours aussi beau, avec, regardez ce dessin de la sorcière rouge, mon Dieu, aïe aïe aïe, mamma mia comme on dit, c'est tout simplement génial. Les Wolverine et Cyclope qui se foutent dessus parce que ils aiment la même femme, donc toujours pour des bonnes ou des mauvaises raisons. 2 épisodes ensuite, signés par Carrie Andrews, qui était déjà là, dans un style assez cartoon, assez lumineux, que j'aime particulièrement.
et toujours dans un épisode assez joli. Ça dénote un peu avec le reste, c'est sûr. Là, ils vont faire équipe, Wolverine et Cyclope. Et ça va être des magnifiques dessins. Moi, j'ai toujours aimé Cary Andrews dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a proposé graphiquement. Ça fait partie de ces auteurs que j'ai toujours apprécié. Et j'ai aimé ses propositions graphiques. Et j'ai toujours aimé ce qu'il a pu faire parce que c'est vraiment génial. L'apparition du Hellfire Club. Les X-Men sont invités. Le Phénix va commencer à se réveiller. Et ça va commencer à être tout simplement très compliqué pour tout le monde, puisque si le Phénix se lâche, eh bien, il y aura des pots cassés. C'est peut-être une fatalité, mais en tout cas, ça risque d'être compliqué. Thank you Charles, c'est le retour de Magneto qui a été débloqué et qui est là pour se venger. Suivi le crossover entre les Ultimates, donc les Avengers et les Ultimate X-Men. Donc là, vous avez Nick Fury qui a toujours pas le visage de Samuel L. Jackson et c'est Chris Bachalo qui dessine. Alors, j'ai le souvenir que ce crossover, donc il était publié dans une série annexe. J'étais excité comme une punaise de lit dans un UGC à Paris. C'était vraiment exceptionnel de voir cette somme de talent. Et pour moi, c'était ça les Ultimates. C'était le fait d'avoir des grands noms, et Mark Millar était en train de devenir un grand nom, et les meilleurs dessinateurs disponibles. Donc Chris Bachalo, qui avait fait 2 épisodes déjà, et qui revient de faire cette mini-série qui met en scène les 2 équipes qui, comme dans tout bon crossover, s'opposent puis s'unissent dans, évidemment, un océan et un festival de jolies choses. On revient à la série principale, et alors c'est les frères Lay qui dessinent, c'est Ben Lay, je crois. On les a jamais revus, ces artistes. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils étaient prometteurs, ils étaient assez talentueux, dans un style assez classique. Mais ils ont fait 2 épisodes. Ça, c'est David Finch. Non, ils ont fait un épisode. Et après, on les a jamais revus. Ils avaient travaillé pour CrossGen avant. Et après, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Et David Finch. Et là, on est le David Finch qui vient d'arriver chez Marvel, qui n'est pas encore la superstar, qui n'a pas encore lancé les... Oh, Forge. C'est Forge, ça. Qui n'a pas encore lancé les New Avengers, parce qu'après, il fera un run sur les Ultimate X-Men. Il va faire 12 épisodes, plus que ça même. Il va faire un sacré nombre d'épisodes. Couverture de David Finch, peinte, et dessin de David Finch. Donc, c'est un David Finch qui sortait tout droit de chez Topco. Il avait fait Aphrodite 9, il avait fait... plein de séries chez Topco, et il est arrivé chez Marvel par la grande porte sur les Ultimate X-Men. Donc quelle joie de redécouvrir ces artistes. Magnifique ouverture de David Finch, et retour ensuite du fabuleux Adam Kubert, qui viendra certainement se dessiner les derniers numéros, puisqu'après il quittera la série. Il ne dira pas pour autant au revoir à l'univers Ultimate, parce que il fera ensuite quelques épisodes de Ultimate. Il fera 2 arcs d'ailleurs, je crois, de la série Ultimate Fantastic Four. Là, c'est David Finch. Donc en fait, il y a un épisode David Finch, un épisode par Adam Kubert, et c'est vraiment très joli. Donc Magneto est de retour et il n'est pas content, et le professeur Xavier a fait une énorme erreur en lui redonnant ses souvenirs, parce qu'il est là pour se venger, et il est là pour en découdre. Et pour la 2e fois, les X-Men vont devoir s'opposer à lui, Magneto restant le meilleur ennemi possible pour les X-Men à toutes les époques. Épisode numéro 32, on arrive bientôt à la fin. Voilà, avec la conclusion qui commence à se dessiner de l'arc de Monsieur Mark Millar, qui va laisser donc sa place après à Brian Michael Bendis. Conclusion assez ouverte, puisque comme dans le film X-Men, regardez, Magneto est enfermé dans une prison de verre, et que le professeur vient lui rendre visite, bien sûr. On va apprendre un peu quelques secrets et quelque chose de tous ces personnages, et puis c'est la fin. Voilà. En fait, donc voilà, il y a 33 numéros, pas 34, 33 numéros et quelques bonus à la fin pour quelque chose de génial qui revisite et dynamite les X-Men. Je le répète, c'est certainement une des meilleures séries pour découvrir les X-Men. C'est un premier omnibus qu'on appelle d'autres, puisqu'on espère qu'en 2024, on aura la suite en omnibus.
C'est une des meilleures séries récentes des X-Men. C'est 20 ans après toujours aussi bon, toujours aussi jouissif et enthousiasmant. C'est une série qu'il faut avoir lue et qu'il faut bien entendu dévorer. Si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien c'est peut-être le moment de vous y mettre. En tout cas, c'est vivement recommandé. Moi, c'est un récit que j'adore, que je prends plaisir à redécouvrir année par année. Voilà, j'avais aimé ça à l'époque, j'aime toujours ça plus de 22 ans après. C'est tout simplement exceptionnel et c'est pour moi la meilleure porte d'entrée pour découvrir les X-Men. Laissez-vous tenter. Lien en descriptif de la vidéo. Achetez-le chez votre libraire indépendant plutôt qu'ailleurs. C'est important et je vous invite à le prendre sur Original Comics évidemment si vous le cherchez. Nous l'avons, les frais de port sont offerts ou alors en boutique au 49 rue La Cépède. Salut!